Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires, zéro bullshit, ici Roch Cholette. Merci d'être là et n'oubliez pas de partager le podcast, ça ferait bien notre affaire. Beaucoup d'actualités dans cette campagne électorale fédérale, de l'actualité qui nous touche directement ici à Gatineau, dans la région de la capitale nationale, puis je vais vous expliquer pourquoi. Dans le fond, ce que je veux vous raconter aujourd'hui sera divisé sous 3 thèmes, ou en 3 thèmes si vous voulez. Improvisation, pelure de banane, et beurre et l'argent du beurre. Vous me voyez venir peut-être. Alors, on commence avec l'improvisation. M. Trudeau a décidé d'utiliser ce qu'on appelle en politique un wedge issue. C'est-à-dire que on prend un sujet qui nous différencie des autres, qui pourrait créer vraiment un clivage. Ça pourrait devenir donc le ballot question, c'est-à-dire la question de l'urne, c'est-à-dire la question ou l'élément sur lequel les gens vont vraiment se mobiliser, un peu comme une question référendaire, oui puis non. Il y a 2 camps, c'est le wedge issue. En politique, dans une campagne électorale, c'est possible d'avoir ça. Puis M. Trudeau a décidé, je pense, ou à peu près tous les analystes arrivent à cette conclusion-là, que pour M. Trudeau, la question de la vaccination, en tout cas le grand thème, c'est pandémie, sous-thème vaccination, puis le fait que M. Trudeau prend certaines initiatives, responsabilités en disant « je veux faire vacciner tous les fonctionnaires, je vais être plus sévère », alors que M. O'Toole tombe dans le piège puis a de la difficulté à s'en sortir. Donc, c'est probablement le wedge issue ou l'enjeu de la campagne, pour l'instant, en tout cas, après quelques jours de campagne. Pourquoi je vous parle d'improvisation? C'est que M. Trudeau donc, a annoncé, avant le début de la campagne, qu'il était pour forcer 2 groupes de monde à se faire vacciner. Les fonctionnaires fédéraux, puis les gens qui voyagent en train, autobus, puis avion. Pourquoi je vous parle d'improvisation? C'est parce que depuis l'annonce, tout ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas attaché, mais pas pantoute. On n'a aucune idée, puis le gouvernement du Canada n'a présentement aucune idée de ça vise qui, puis comment ça va marcher. On a lancé ce ballon d'essai-là en disant « ça va être comme ça, juste en octobre ». Puis manifestement, ce n'était pas attaché dans la machine fédérale. Ce n'était pas attaché non plus avec les syndicats. Je vous donne des exemples. Quand M. Trudeau, et je commence par la question des fonctionnaires, quand M. Trudeau dit « les fonctionnaires devront être vaccinés », OK, quels fonctionnaires? Tous les fonctionnaires? Tous les fonctionnaires qui traitent avec le public directement? Un fonctionnaire à la maison, en télétravail, est-ce que c'est obligé d'être vacciné? Et poursuivons, quelqu'un qui refuserait, pas pour des raisons médicales, mais qui refuserait d'être vacciné, quelles sont les conséquences? Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a eu une note d'envoyé au sous-ministre en disant, un peu comme au Québec, quelqu'un qui refuse d'être vacciné, il va falloir que, pour venir travailler, il va falloir qu'il se fasse tester. Le gouvernement a reculé en disant « Non, ça c'est parce que c'est trop la position des conservateurs. Non, c'est pas comme ça que ça va marcher. » Si c'est pas comme ça que ça va marcher, il ne reste plus de solutions. Ça veut dire que le gouvernement du Canada va congédier quelqu'un qui refuse d'être vacciné. On n'est pas sorti de l'auberge, parce que là, en termes de droit puis de relations de travail, je suis loin d'être convaincu que c'est comme ça que ça va marcher. Mais pour vous montrer que c'est même pas du tout attaché. Poursuivons. Je forcerais un fonctionnaire d'être fonctionnaire de Revenu Canada qui travaille à la maison. Lui, il faut qu'il soit vacciné de double dose. Mais le sous-traitant qui rentre dans un bureau du fédéral, lui, est-ce que lui a besoin d'être vacciné? Alors, on va forcer donc les sous-traitants, les employeurs sous-traitants à forcer ses employés d'être vaccinés. Est-ce que ça va jusque-là? Poursuivons. Société d'État. Est-ce que M. Trudeau est en train de dire que les sociétés d'État, Post Canada, je ne sais pas, nommez-les, est-ce que la CCN devrait être tous les employés vaccinés? Les gens qui surveillent les plages, etc. Ça va jusqu'où? Alors, la question, c'est qui est visé par cette directive-là? La deuxième question, c'est quelles sont les conséquences si quelqu'un refuse pour des raisons autres que médicales? Parce que je ne veux pas qu'on se mélange. C'est certain qu'il y aura quelques exceptions. Mais quelqu'un qui dit « non, moi j'ai peur à ça », puis le médecin il dit « non, il n'y a pas de raison médicale que tu ne te fasses pas vacciner ». Alors, qui est touché, puis comment est-ce que ça se passe s'il refuse? C'est pour ça que je vous parle de complète improvisation en termes de fonctionnaires. On a lancé le ballon d'essai, on n'avait pas attaché ça,
Puis voici le fiasco dans lequel on se ramasse. Il y a plus de questions que de réponses, mais évidemment, parce que c'est un wedge issue, on lance cela et, pour le deuxième sujet, la pleure de banane, M. O'Toole a glissé sur la pleure de banane. Mais juste pour terminer sur M. Trudeau, on a parlé des fonctionnaires, mais on a parlé des gens qui voyagent et aussi des employés, j'imagine, dans des sphères de juridiction fédérale, comme par exemple les avions, les trains et les transports en autobus. Pourquoi ça nous touche particulièrement? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés de transport au Canada, mais qui sont sous charte fédérale, sous juridiction fédérale. C'est le cas de la STO puis de OC Transpo. Il y a aussi un transporteur à Windsor. Est-ce que les gens qui voyagent dans la STO à tous les matins devront être vaccinés 2 doses? Pas de réponse. Est-ce que les chauffeurs devront être vaccinés 2 doses? Pas de réponse. Quand même, le bout du bout, vous ne trouvez pas? On est en train de dire que quelqu'un assis à son bureau à STO, sans contact avec le monde, le client, pourrait être obligé de se faire vacciner, mais pas l'infirmière qui travaille à l'hôpital à Gatineau. Tu sais, ça... Quelqu'un qui travaille chez eux en télétravail à Revenu Canada est obligé de se faire vacciner, sinon il est congédié. Mais quelqu'un qui, par exemple, sert dans un restaurant ne serait pas obligé d'être vacciné. Il est en contact avec le public. Voyez-vous les incohérences là, dans lesquelles on se trouve parce que le gouvernement fédéral a décidé de lancer le wedge issue. Alors, on n'a aucune réponse sur les questions de transporteurs, OC Transpo, STO. On n'a pas de réponse sur qui est visé. On ne sait pas les conséquences si ça ne marche pas. Fait que c'est honnêtement là, un ballon d'essai. On va voir comment ça va, puis probablement qu'après la campagne, si les libéraux gagnent, ben, si jamais ils voulaient reculer, ils pourraient toujours dire « Ouais, ben là, on a eu des avis, puis ça se fait pas, puis je vais négocier. » Mais je trouve que c'est de la mauvaise politique. C'est de la bonne politique partisane. Mais on est en train de jouer à la partisanerie sur des enjeux majeurs à 2 niveaux, droit de la personne, santé publique. C'est assez cheap. C'est assez cheap comme stratégie électorale chez les libéraux fédéraux, on va vous dire. Ça fait pas très sérieux, ça fait surtout, comme je le disais, improvisé. Donc, pour ce qui est de M. Trudeau, on a plus de questions que de réponses. Pour maintenant la pleure de banane. La pleure de banane, elle était tellement grosse que quand M. Trudeau a lancé ça, ça a mis M. O'Toole dans ses petits souliers parce que là, lui, il a beaucoup de problèmes avec ses propres membres qui ne veulent rien savoir pour la majorité de la question du vaccin obligatoire, du passeport vaccinal. Tu sais, dans tout ça, là, les Éric Duhem de ce monde, là, tu sais, là, ils sont contre, puis les libertés individuelles, puis bon, tout ça. Même si ces gens-là, comme Éric Duhem, étaient d'accord pour enlever des libertés religieuses, mais en matière sanitaire, la liberté est bien importante. Ça fait mourir du monde, ça. Mais M. O'Toole est pogné. Et là, en réaction, OK, vous allez faire quoi? Non, je ne force pas la vaccination. C'est correct. Mais ça veut dire que s'il prend le pouvoir, on ne l'implantera pas. OK. Ça va être quoi sa position par rapport à la décision du Québec d'obliger le passeport vaccinal pour les restos? Ça va être intéressant à suivre. C'est intéressant aussi de voir que lui, il dit, mais je la suggère beaucoup, puis je la recommande, mais il ne faut pas forcer. Mais il n'est pas prêt non plus à le forcer pour ses propres candidats, qui vont rencontrer des milliers d'électeurs durant la campagne. Puis il n'est même pas prêt à dire, OK, mais moi, je contrôle ma shop, là. Je ne forcerai pas ça at large, mais je contrôle ma shop, là. Puis moi, dans ma shop, là, je veux protéger les Canadiens, puis les candidats qui vont aller porter les couleurs des conservateurs, je m'attends à ce qu'ils soient vaccinés. Même pas. Il ne va pas jusque-là. Et quand il dit, il est contre donc un passeport vaccinal, il est contre l'obligation, évidemment, à mon sens, la prochaine question est la suivante. OK, M. O'Toole, là, vous glissez partout parce que vous êtes pogné comme pour les questions d'avortement avec Andrew Scheer. C'est pour vous un wedge issue majeur. Vous êtes mal à l'aise. Vous avez des souhaits, mais vous n'avez pas de colonne vertébrale pour l'imposer. Vous voulez protéger le chou et la chèvre. Moi, ma question, c'est êtes-vous d'accord avec un passeport vaccinal pour les étrangers qui rentrent au Canada? Et êtes-vous d'accord à ce qu'il y ait des mesures différentes pour un Canadien qui revient de l'étranger s'il n'est pas doublement vacciné? Êtes-vous prêt
à vous engager à faire une ségrégation à la frontière entre des doubles vaccinés ou non? Si oui, ça veut dire que vous êtes d'accord avec un passeport vaccinal pour montrer la preuve. Puis vous êtes d'accord juste pour quand ils rentrent au Canada? C'est-tu ça? Je comprends-tu bien ça? Fait qu'il faudrait que les conservateurs commencent par se démêler, là. Puis qu'ils nous disent clairement, ils hogent où? Puis nous dire clairement s'ils sont en désaccord avec François Legault, avec le passeport vaccinal au Québec. Parce que là, dans le fond, il y a 3 réponses possibles pour lui. Première réponse, c'est pas de mes affaires, c'est de juridiction provinciale. Non, je suis pas d'accord, c'est une question de principe, mais je m'en mêlerai pas. Ou oui, je suis d'accord pour le Québec, mais pas ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va répondre? Il n'y a pas de colonne. Il va dire pas de mes affaires. Alors que c'est une question de valeur ici puis de santé publique, pas une question de juridiction. M. O'Toole, êtes-vous d'accord avec le passeport vaccinal pour rentrer au restaurant, au gym, au cinéma, etc. au Québec? Êtes-vous d'accord avec ça? On ne peut pas juste être, comme premier ministre, être muet, là. Ça prend surtout parce qu'il s'agit de santé publique, puis il y a de la mobilité interprovinciale. Ça, c'était donc pour la pelure de banane sur laquelle il a glissé solidement. Mais je vous répète, cette pelure de banane, placée par les libéraux, ça fait cheap. Parce que les libéraux ont semé plus de pagaille que d'autres choses, plus de questions, pas de réponses, plus de menaces que de solutions avec ce qu'ils ont proposé. Maintenant, je vais vous parler du Bloc québécois et je vous disais le beurre et l'argent du beurre. Moi, je suis fasciné comment quelqu'un comme Yves-François Blanchet est capable, dans une même phrase, de dire quelque chose et son contraire sans le réaliser. Ou il le réalise très bien, mais il le cache de façon extraordinaire. Parce que je l'écoute. Puis on va s'entendre que Yves-François Blanchet, dans sa vie là, au fédéral, ne prendra jamais une décision. Il ne sera jamais au pouvoir. Jamais, jamais, jamais. Lui, le seul leverage qu'il a, le seul atout qu'il a, c'est d'être capable de faire plier, chanter, bouger le gouvernement. Pour faire ça, c'est plus facile, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile, si c'est un gouvernement minoritaire. Donc, M. Blanchet a avantage à avoir un gouvernement minoritaire à Ottawa. Tout le monde s'entend là-dessus. Lui, si. Mais expliquez-moi alors qu'il avait le gouvernement qu'il voulait, minoritaire, qu'il restait 2 ans à son mandat, à M. Trudeau, expliquez-moi pourquoi le Bloc québécois a voté contre le dernier budget? En risquant de défaire le gouvernement, puis s'en aller dans une élection provoquée par un vote de confiance, puis peut-être se ramasser avec un gouvernement majoritaire. Il avait une occasion en or de continuer à le tenir pour 2 ans. Ben non, il s'en va voter contre en risquant de déclencher une élection. C'est parce qu'il fait de la politique. Il savait que ça ne marcherait pas. Fait que c'est tout de la bullshit, parce qu'il savait que les NPD étaient pour les garder au pouvoir. Fait que lui, pour se faire une belle jambe, il vote contre, en disant, voyez-vous comment je vous défends? Mais il risquait de tout perdre dans la balance, de perdre le leverage qu'il avait si Trudeau gagnait une élection majoritaire à cause de lui. Mais ça, il n'en parle pas. Puis continuons un petit peu là, dans le beurre et l'argent du beurre. C'est loufoque d'entendre le Bloc québécois dire c'est écœurant comme bilan au Québec, les libéraux, puis en même temps dire on est là parce qu'on fait des gains majeurs. Mais là, décide. Ou ben donc, tu fais des gains majeurs, mais plante pas le bilan. Si tu plantes le bilan, c'est parce que tu n'as pas de gains majeurs. Fait que de parler d'un côté de la bouche puis de l'autre, puis il vous endort parce qu'il y a des beaux mots, puis il parle bien français, réveillez-vous là. Parce que, écoutez bien ce qui va arriver. Yves-François Blanchet jamais va prendre le pouvoir. Il ne pourra jamais rien faire pour le Québec. Jamais un chèque. Jamais une décision pour le Québec de sa vie. Peu importe ce qui arrive. Même s'il y avait tous les députés du Québec. Jamais. Et là, si on s'enligne pour un gouvernement majoritaire, imaginez si on diminue la force, par exemple, des libéraux. Si les libéraux s'en vont pour un gouvernement majoritaire, M. Blanchet veut même augmenter sa députation à 40. Il partirait de 32, dernière élection, à 40. C'est ce qu'il souhaite. Dans un gouvernement majoritaire libéral, on est en train d'affaiblir le Québec avec ce vote-là. S'il gagne 40 sièges, dans un gouvernement majoritaire libéral, on vient d'affaiblir le Québec. Affaiblir grandement le Québec. Parce qu'on ne sera pas à table de décision. On va être dans l'opposition, le Québec. Alors, c'est sûr que plus de députés du Bloc québécois qui pensent qu'au Québec, dans un gouvernement minoritaire, ça peut fonctionner. Mais regardez comme il faut les chiffres. Parce que si on s'enligne sur un gouvernement majoritaire québécois, libéral, au Québec, il va falloir réfléchir.
est-ce que c'est une bonne idée d'augmenter le nombre de députés du Bloc québécois en affaiblissant la présence des députés québécois au sein du gouvernement? Moi, je pense pas. Fait que M. Blanchette peut bien dire ce qu'il veut, mais les faits demeurent. Il ne prendra jamais le pouvoir, puis tout ce qu'il peut faire, c'est critiquer ou quémander. Puis il a mis ça sur la table en votant contre le budget. Il a risqué de perdre le fait que ça soit un gouvernement minoritaire. C'est pour ça que je vous dis que c'est le beurre et l'argent du beurre. Il parle ses deux bords de la bouche. Puis honnêtement, des fois, quand je l'écoute pas très attentivement, il m'endort. Dans le sens qu'il parle bien, que ça a du bon sens. Mais quand tu te réveilles de ce rêve illusoire-là, c'est ouais, attends une minute, on va faire de la mathématique ensemble. Là. Ça marche pas bien, bien. En parlant de ça, pourquoi je vous disais que tous les sujets touchent l'Outaouais? Vaccination des fonctionnaires, Dieu sait qu'on en a. La question de la STO, Dieu sait que c'est important. Puis STO, est-ce que dans les transports, ça va être le cas? Ça va être le cas. La position des conservateurs va avoir un effet directement sur l'Outaouais. Puis finalement, j'ai hâte de... Finalement, la question du Bloc québécois, ce qu'ils disent, c'est qu'ils souhaitent prendre 40 sièges, passant de 32 à 40. Puis parmi les comtés ciblés, il y a un comté en Outaouais. Le comté de Stéphane Lauzon, il avait gagné par une majorité de 729 votes en 2019 seulement. C'est serré, ça, 729 votes. Alors, tout peut arriver. C'est probablement le comté le plus en danger pour les libéraux en Outaouais. Fait qu'on va surveiller ça. Alors, l'offensive du Bloc québécois, qui ont tous leurs 36 jours à passer qu'au Québec, comparativement à tous les autres chefs, bien, vous allez voir comment ils vont passer pas mal d'efforts, vont déployer des efforts dans Argenteuil pour déloger Stéphane Lauzon. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. N'oubliez pas, merci d'avoir été là. N'oubliez pas, c'est tout pour aujourd'hui. Le commanditaire de la semaine, Roch Saint-Jacques, courtier immobilier, je vous le répète, là, c'est nono acheter une maison sans passer par un courtier. Vous savez, les courtiers, ça sert ou bien au vendeur qui veut mettre sa maison en vente, mais ça sert aussi à un acheteur qui, lui, veut se faire représenter par quelqu'un qui défend que ses intérêts. Honnêtement, le courtier inscripteur qui met une maison à vendre, puis là, tu utilises le même courtier, bien, il est pogné entre les deux. Il veut vendre la maison, son client qui le paye, c'est le vendeur, mais là, il va te donner des conseils, mais pour le même prix, ça ne coûte pas plus cher, tu peux avoir un courtier juste pour toi. Tu fais affaire avec quelqu'un, dis, moi, je cherche une maison, 3 chambres à coucher, pas loin d'une école, etc. Peux-tu m'aider? Voici mon budget. Un courtier fait ça aussi. Donc, c'est une excellente idée de faire affaire avec quelqu'un qui offre des services professionnels pour zéro, coûte pas une scène, pas une scène. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a des courtiers immobiliers, puis il y a des gens qui font des courtiers en voyage, des conseillers en voyage. Moi, il y en a 2 que je connais, 2 professionnels qui font ça gratos. C'est dans ces 2 domaines-là. Roch Saint-Jacques de Remax. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK, salut.